Fuis. J'ai cru à une plaisanterie de mauvais goût. J'ai rappelé immédiatement. La voix à l'autre bout du fil appartenait à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Ce qu'il m'a dit au cours de cet appel de 3 minutes a détruit tout ce que je pensais savoir sur mon fils unique. Je suis tellement reconnaissant que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Les clés du duplex me semblaient froides au creux de ma paume. 3 millions d'euros, le cadeau de mariage le plus cher que j'ai jamais offert. Mais debout dans cet appartement vide près du Trocadéro, avec des baies vitrées allant du sol au plafond encadrant la tour Eiffel que j'avais aidé à restaurer au cours de 40 ans de carrière, le prix n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était l'expression que j'imaginais sur le visage de Julien quand je lui remettrais ses clés. Le soleil d'octobre peignait tout en or. J'étais arrivé dans cette capitale en 1984 avec rien d'autre que mon baccalauréat et une soif de réussir. 40 ans plus tard, je possédais une dizaine d'immeubles de prestige à travers Paris et Lyon. Pas mal pour un gamin qui avait commencé par dormir dans sa vieille Renault 5 entre deux chantiers de maçonnerie. Je marchais dans le salon vide, mais pas résonnant sur le parquet en chêne massif. Julien adorerait cet espace, la cuisine moderne, le balcon donnant sur les jardins. Tout ce dont je rêvais d'avoir à son âge, mais que je n'avais pu m'offrir qu'à 50 ans. Hélène aurait pleuré en voyant cet endroit. Ma femme est décédée il y a 8 ans, elle n'a jamais pu rencontrer la femme que Julien allait épouser. Mais elle aurait compris que ce cadeau n'était pas seulement de la générosité. C'était une excuse pour tous ces dîners manqués, ces matchs de rugby auxquels je n'avais pas pu assister parce que je travaillais. C'était la promesse que Julien commencerait son mariage dans de meilleures conditions que nous. Les documents de vente étaient posés sur le comptoir, prêts pour ma signature. Je signerai demain pour surprendre Julien avec les clés lors du dîner de répétition vendredi prochain. 9 jours avant le mariage. 9 jours avant que je ne conduise mon fils à l'hôtel. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le message m'a glacé le sang, ne va pas au mariage de ton fils. Fuis. J'ai fixé l'écran, je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Mon pouce a hésité, puis j'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné indéfiniment. Pas de messagerie, pas de réponse, juste une sonnerie mécanique qui semblait se moquer de moi. J'ai réessayé. Encore. À la 10e tentative, ma main tremblait. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui avait négocié des contrats à plusieurs millions sans sourciller, insistait sur le fait que c'était un canular. Une erreur de numéro. Une blague d'enterrement de vie de garçon. Mais cette autre voix, l'instinct qui m'avait guidé pendant 40 ans dans les affaires, murmurait autre chose. Je me suis forcé à me concentrer sur les papiers, j'ai signé chaque document avec une précision mécanique. Le duplex était à Julien maintenant. Quoi que signifie ce message, cela ne changerait pas l'amour que j'avais pour mon fils. J'ai verrouillé la porte, empochant les clés qui semblaient soudain plus lourdes. La descente en ascenseur m'a paru plus longue que d'habitude. Dans le parking souterrain, j'ai regardé par-dessus mon épaule à 3 reprises. Assis dans ma Mercedes, j'ai regardé ce message une dernière fois. Ne va pas au mariage de ton fils. Fuis. Je l'ai supprimé. J'ai démarré le moteur. Un numéro inconnu avec un message critique ne allait pas gâcher le grand jour de mon fils. Je n'avais aucune idée que dans 9 jours, j'aurais aimé avoir écouté cet avertissement. Vendredi soir, 23h47. J'avais essayé de rappeler ce numéro inconnu 17 fois depuis mon départ du duplex. Quand mon téléphone a enfin sonné, j'ai failli lâcher mon verre de cognac. Allô. Ma voix est sortie rauque, désespérée. Marc-Antoine, c'est Philippe Vallet. Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Philippe Vallet, mon ancien associé, l'homme à qui j'avais confié la moitié de mon entreprise jusqu'à ce que ses addictions ne le détruisent il y a 8 ans. Nous nous étions séparés à coups d'avocats et d'accusations, moi rachetant ses parts pendant qu'il sombrait en cure de désintoxication. Philippe, après 8 ans, tu. Je sais. Je suis désolé pour le message mystérieux. Sa voix semblait plus vieille, usée par le temps. Je devais être certain avant de te dire ce que j'ai entendu. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce que tu as entendu? Mardi matin, j'étais dans un café près du parc Monceau, celui où vont les avocats, je travaillais sur mon ordinateur. Julien est entré avec une femme et un homme en costume. Ils se sont assis à la table d'à côté. Marc-Antoine,
ils sont restés là 40 minutes. J'ai tout entendu. Mon estomac s'est noué. Tout quoi? À propos de moi? Le silence de Philippe pesait lourd. La femme, c'est Camille, sa fiancée? Oui. Elle n'arrêtait pas de dire, le vieux ne vérifie presque plus les documents maintenant. Julien a ri. Il a dit que tu avais tout signé sans lire, que tu lui faisais une confiance aveugle. Le cognac est devenu amer dans ma bouche. Signer quoi? Des papiers de fiducie, apparemment. Quelque chose sur la restructuration de ton patrimoine. Mais Marc-Antoine, il ne parlait pas de protéger tes actifs. Il parlait de les liquider. Mon bureau m'a semblé soudain trop petit. Liquider? Après la lune de miel, ils ont déjà un acheteur aligné, un fonds d'investissement luxembourgeois. L'avocat avec eux n'arrêtait pas de dire que c'était infaillible, que tu avais déjà autorisé les transferts il y a des mois. C'est impossible. Je ne ferai jamais ça. Mais alors même que je le disais, le doute s'installait. Julien m'avait-il demandé de signer quelque chose pour la planification successorale? C'était quand déjà? Il y a plus, continua Philippe. Julien a dit quelque chose sur le fait qu'une fois que le vieux serait en maison de retraite médicalisée. Et il riait. Camille expliquait à quel point il pourrait agir vite une fois que tu serais déclaré inapte. Marc-Antoine, je pense qu'il prévoit de te faire placer sous tutelle. Mon propre fils. Les mots sont sortis dans un murmure. Non, tu as mal entendu. Julien ne ferait pas ça. J'étais à 3 mètres d'eux pendant 40 minutes. J'ai entendu l'avocat discuter du calendrier, de la procédure, de la façon de rendre ça légal. Cette femme, Camille, elle connaît des professionnels de santé qui pourraient fournir le bon diagnostic contre rémunération. Ma vue s'est troublée. La photo de famille sur mon bureau, la remise des diplômes de Julien à HEC il y a 5 ans. Nous sourions tous les deux. Son bras autour de mes épaules semblait se moquer de moi maintenant. Philippe, pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi maintenant? Tu as disparu il y a 8 ans. Nous n'avons pas parlé depuis que tu m'as sauvé la vie en me forçant à aller en cure, même si je t'ai haï pour ça. Sa voix a tremblé. Je suis sobre depuis 6 ans, Marc-Antoine. Je dirige un programme d'aide aux toxicomanes maintenant. J'étais dans ce café pour un rendez-vous. Quand j'ai entendu la voix de Julien, j'ai failli partir. Mais ensuite, j'ai entendu ce qu'il complotait. Ça ne peut pas être vrai. Marc-Antoine, écoute-moi. Ils ont mentionné que tout serait prêt juste après le mariage. Tu n'as pas des semaines pour comprendre. Tu as des jours, peut-être moins. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de ma respiration saccadée. Quel papier? Ai-je fini par demander. Qu'est-ce que j'ai signé? C'est ce que tu dois découvrir. Vite, avant samedi. L'appel a pris fin. Je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau, fixant cette photo de remise des diplômes. Il y a 5 ans, Julien m'avait serré fort et m'avait dit « Merci pour tout, papa. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Que s'était-il passé entre ce moment et ce mardi matin dans un café parisien? Mes mains tremblaient alors que je cherchais dans mon classeur. Quelque part là-dedans se trouvaient les documents que Julien m'avait demandé de signer. Planification successorale, avait-il dit. Restructuration de routine pour les impôts. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais trouver. Le samedi matin est arrivé trop tôt. J'avais à peine dormi 3 heures avant de fouiller les dossiers de mon bureau à domicile, à la recherche des papiers dont Philippe m'avait averti. Les tiroirs des meubles ont fini par terre. Des dossiers se sont éparpillés sur mon bureau. 40 ans de documents commerciaux dispersés comme des feuilles mortes, mais je me fichais du désordre. Je devais trouver ce que Julien m'avait poussé à signer par ruse. Puis des souvenirs ont refait surface, nets et clairs. Il y a 3 semaines, fin septembre, un mercredi soir, Julien était arrivé vers 19 h avec un porte-documents en cuir. « Papa, mon avocat a besoin que tu signes quelques documents pour la succession. » J'étais en train d'examiner des contrats pour une acquisition immobilière, je l'avais à peine regardé. La succession? Juste une restructuration habituelle pour protéger les actifs familiaux. Il avait posé les papiers sur mon bureau, aussi décontracté que s'il parlait de la météo. Maître Dumont a recommandé de les mettre à jour régulièrement.
Maître Jean-Pierre Dumont, mon propre avocat. Bien sûr, j'avais eu confiance. Ton avocat a parlé à Jean-Pierre? Oui, ils se sont coordonnés sur les termes juridiques. Julien avait arboré ce sourire facile. Tu sais comment sont les avocats, tout en triple exemplaire. J'avais pris mon stylo. Où dois-je signer? Parapher ici, signer là, la date ici. Son doigt descendait les pages. On peut discuter des détails du mariage en même temps. Camille veut ton avis sur le menu du traiteur. Et comme un imbécile, j'avais signé, page après page, lisant à peine, discutant de la dorade versus le filet de bœuf tout en autorisant ma propre destruction. Julien avait rassemblé les documents, m'avait embrassé sur la joue et était parti en sifflotant. C'était il y a 3 semaines. Maintenant, dans mon bureau dévasté, j'ai trouvé les copies. Le dossier était étiqueté « Succession 2024 » de ma propre écriture. Je les avais classés moi-même, faisant confiance à mon fils, ne remettant jamais en question ce que j'avais réellement signé. Mes mains tremblaient alors que j'étalais les documents sur mon bureau, ce n'était pas une restructuration de trust, mais un mandat de protection future et une procuration générale, donnant à Julien toute autorité sur mes décisions financières. Des autorisations de transfert de propriété vers une société appelée « Groupe Familial G ». J'ai saisi mon ordinateur, les doigts maladroits. Site de l'infogreffe, recherche au registre du commerce, Groupe Familial G. Les résultats se sont affichés. Enregistré le 15 août 2024. Gérant, Julien Marc-Antoine G. Associé, Julien Marc-Antoine G. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ni comme associé, ni comme gérant, ni même comme bénéficiaire effectif. Le nom de ma famille sur une société que je ne possédais pas, créée par mon fils pour me voler. J'ai continué à lire avec horreur. Un compromis de vente préliminaire entre le Groupe Familial G et un fonds d'investissement, daté du 15 septembre 2024. Prix d'achat, 18 millions d'euros. Description des biens, l'intégralité de mes 10 immeubles. Valeur marchande, 45 millions. Il vendait le travail de toute ma vie pour moins de la moitié de sa valeur. Le nom de l'avocat apparaissait en bas de chaque document, Maître Benoît Lefebvre. J'ai fixé ce nom, Benoît Lefebvre. Quelque chose me revenait en mémoire, comme un mot sur le bout de la langue. L'avais-je rencontré? Avais-je travaillé avec lui? Le nom me semblait familier d'une manière que je n'arrivais pas à situer. Mais je n'avais pas le temps d'approfondir cela maintenant. Ma propre signature me fixait depuis chaque document. Marc-Antoine G, signé et daté du 20 septembre 2024, le jour où Julien était venu avec son porte-documents et ses mensonges bien rodés. J'avais été si fier que Julien veuille apprendre le métier, veuille comprendre la gestion de patrimoine, veuille être responsable. Il apprenait, en effet, il apprenait exactement quel document lui permettrait de voler tout ce que j'avais bâti. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom dont j'avais besoin, Michel Torres, détective privé. Je l'avais utilisé pour des vérifications d'antécédents d'employés et des audits de partenaires commerciaux. Maintenant, j'avais besoin qu'il enquête sur mon propre fils. Le téléphone a sonné 2 fois. Michel, c'est Marc-Antoine G. J'ai besoin d'une enquête approfondie sur 2 personnes, et j'en ai besoin rapidement. À quel point rapidement? Hier serait déjà trop tard. Avant de vous partager ce que le détective m'a appris, j'ai besoin de vous entendre. Si vous êtes encore là, commentez, j'écoute. Cette prochaine révélation change tout et je veux m'assurer que vous êtes prêts. Au passage, sachez que l'histoire continue avec certains détails ajustés pour des raisons de narration et de respect de la vie privée. Si vous avez besoin que tout soit strictement factuel, c'est peut-être le moment de faire une pause. Mais si vous voulez la vérité derrière cette affaire, allons plus loin. Le samedi après-midi, Michel Torres m'a rappelé à 19h30, sa voix était sombre. Camille Price a 340 000 € de dette de carte de crédit, plafonnée en 18 mois. Dépenses de luxe, voyages, shopping de marque. Julien a 95 000 € de prêts personnels. Il a acheté une Porsche qu'il ne peut pas assumer. Il a signé un bail pour un appartement à 8 500 € par mois en août. Ils sont tous les deux en train de couler financièrement. Mon estomac s'est noué. La société Groupe Familial G a été formée en août.
Le compromis de vente avec le fonds luxembourgeois prévoit 18 millions pour des biens qui en valent 45. C'est un bradage total. Il y a plus, Michel marqua une pause. Le vrai nom de Camille, jusqu'en 2019, était Amandine Lefebvre. La pièce s'est mise à tourner. Lefebvre. Comme maître Benoît Lefebvre, son frère. Elle avait changé de nom en mars 2019. Une transformation totale d'identité. Le souvenir m'a frappé comme un train à grande vitesse. Il y a 15 ans. Benoît Lefebvre, stagiaire de 20 ans, brillant et ambitieux. Je l'avais formé personnellement. Puis je l'avais surpris en train de falsifier des rapports d'expertise immobilière, pour faire paraître un investissement foireux comme viable afin de tromper des acheteurs. Je t'ai fait confiance, lui avais-je dit. Je t'ai donné ta chance. C'était une petite erreur. C'est une fraude. Tu es viré. Son visage s'était tordu de rage. Vous détruisez ma carrière. Tu l'as détruite tout seul. Dehors. À la porte, il s'était retourné, vous le regretterez, monsieur G. Un jour, vous le regretterez. J'avais balayé cela comme une menace en l'air. Maintenant, je comprenais. Après que vous l'ayez licencié, continua Michel, Benoît a été mis sur liste noire par les grands cabinets parisiens. Il exerce dans un petit cabinet obscur depuis lors. Sa carrière ne s'en est jamais remise. J'ai cherché le site web de Benoît. Les mêmes yeux calculateurs, 15 ans de plus. Sa sœur aurait eu 13 ans quand je l'avais viré. Comment avait-elle rencontré Julien? Michel m'a rappelé 30 minutes plus tard. Sommet de l'immobilier à Cannes, juin 2021. La conférence où vous avez envoyé Julien. Elle l'a abordé lors du cocktail de bienvenue. Ils sortaient ensemble un mois plus tard. Elle l'a traqué. Oui, monsieur. Mon fils avait été pris pour cible. Amandine Lefebvre avait changé d'identité, suivi ses mouvements, s'était positionnée pour me détruire à travers lui. Mais je me suis rappelé l'enregistrement de Philippe. Les rires de Julien à propos du « vieux ». Son excitation a liquidé mes actifs. Elle l'a manipulé au début, dis-je lentement. Mais il a choisi de continuer. Il était au courant pour les documents falsifiés. Il riait à l'idée de me mettre en maison de retraite. J'ai regardé le calendrier. 12 octobre, mariage dans 6 jours. Ce n'est pas seulement de l'avidité. C'est un plan de vengeance vieux de 15 ans. La famille Lefebvre veut tout ce que j'ai bâti, et Julien est devenu leur complice volontaire. Je me tenais à ma fenêtre, regardant l'obscurité parisienne. Ils pensent avoir gagné. Ils n'ont aucune idée de ce que 40 ans d'expérience en affaires peuvent faire en 6 jours. Quel est mon prochain coup? Lundi matin, j'appelle mon avocat. Nous partons en guerre. Le dimanche soir est arrivé avec tout le poids de ce que je savais désormais. Julien m'avait invité à dîner dans ma propre maison, celle de son enfance, pour une célébration familiale pré-mariage. J'ai souri en ouvrant la porte. La comédie commençait. Julien et Camille sont arrivés avec du vin et des fleurs. Je les ai embrassés tous les deux, complimentant la robe de Camille, jouant le rôle du père fier à la perfection. À l'intérieur, mes pensées étaient sombres. Elle porte du blanc, s'exerçant pour samedi. Je me demande combien de temps elle a porté ce masque, ou si 3 ans de tromperie est son record personnel. Pendant le dîner, Julien s'est extasié sur leur projet de lune de miel. 2 semaines aux Seychelles, papa, des bungalows sur pilotis, des plages privées. Ça a l'air cher. On a mis de côté. Le mensonge sortait sans effort. Il croulait sous les dettes. Camille souriait doucement. Marc-Antoine, as-tu pensé à la retraite? Tu as travaillé si dur pendant si longtemps. J'ai joué le jeu. La retraite? J'imagine qu'un jour. Tu devrais profiter de tes vieux jours. Laisse la jeune génération gérer le stress. Chaque question sondait mes intentions, ma volonté de passer la main. Julien s'est penché en avant. Justement papa, j'ai réfléchi à l'entreprise. Après la lune de miel, j'aimerais qu'on discute pour que je prenne plus de responsabilités. On en reparlera. Je savais qu'il prévoyait de tout prendre. Puis Camille mentionna nonchalamment, mon frère a été d'une grande aide pour les questions juridiques.
Benoît s'y connaît vraiment en gestion de patrimoine. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais une voix stable. Ton frère est avocat? C'est merveilleux. Je ne crois pas que tu l'aies mentionné auparavant. Oh, nous sommes très proches. Il exerce depuis des années. J'ai noté cela. Elle reconnaissait publiquement Benoît maintenant. Excusez-moi un instant. Je me suis levé, me dirigeant vers les toilettes. Dans le couloir, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone, je l'ai posé sur l'étagère près de la salle à manger, puis j'ai refermé bruyamment la porte des toilettes. Grâce à une application sur ma montre connectée, j'entendais tout. La voix basse de Julien, tu penses qu'il soupçonne quelque chose? Pas du tout, il a tout signé sans lire. Ton père est trop confiant. Benoît dit que les documents sont inattaquables. Dès qu'on sera marié et de retour de voyage, on bouge vite. Mon frère connaît Marc-Antoine mieux que Marc-Antoine ne se connaît lui-même. 15 ans à planifier chaque détail. Julien a ri. Le vieux n'a aucune idée de ce qui l'attend. Il sera dans une résidence médicalisée pendant qu'on gérera son empire. Notre empire. On l'a mérité. Après toutes les fois où il a fait passer le boulot avant moi quand je grandissais. Je me tenais dans la salle de bain, les mains crispées sur le lavabo, entendant chaque mot. Mon fils, mon enfant unique, riant de ma destruction. J'ai pris 3 grandes inspirations, je me suis aspergé le visage d'eau froide et je suis revenu avec un sourire. Le reste du dîner fut un supplice. Ils discutaient des détails du mariage, des fleurs, du plan de table, de l'orchestre, pendant que je hochais la tête et souriais, jouant le père inconscient. À 21h, ils se sont préparés à partir. Julien m'a serré fort. Je t'aime, papa. Merci pour tout. Je t'aime aussi, mon fils. Les mots semblaient être du verre pilé dans ma gorge. La dernière fois que je les dirais en le pensant. Après leur départ, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai réécouté l'enregistrement. La voix de Julien remplissait ma maison vide, le vieux n'a aucune idée de ce qu'il attend. J'avais ma confirmation. Chaque mot enregistré, horodaté, limpide. Julien n'était pas seulement une victime dans cette conspiration. Il était un participant enthousiaste, planifiant de voler 40 ans de ma vie. Amandine l'avait traqué pendant 3 ans, mais Julien s'était jeté dans la gueule du loup. J'ai sauvegardé l'enregistrement avec des doigts tremblants. Lundi matin, j'apporterai cela à mon avocat, mais je devais d'abord m'assurer que la justice soit rendue de manière éclatante, publique et totale. Lundi matin, j'étais assis en face de Maître Dumont dans son cabinet du boulevard Malherbe. Les dossiers de preuve entre nous dressaient un portrait accablant. Jean-Pierre, dis-moi ce que tu sais sur Benoît Lefebvre. Jean-Pierre tapa sur son ordinateur. Son visage changea. Benoît Lefebvre. Marc-Antoine, tu as licencié cet homme en 2009. Je m'en souviens. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il passerait 15 ans à préparer sa vengeance. Jean-Pierre lut le dossier. Pris en flagrant délit de falsification d'expertise. Tu l'avais dénoncé. Il a été banni des grandes instances. Il a conseillé mon fils sur la façon de voler mon entreprise en utilisant des informations internes datant de son stage. C'est une faute déontologique massive. Jean-Pierre se pencha en avant. Sa sœur a changé de nom et est sortie avec Julien pendant 3 ans. C'est une opération familiale coordonnée. J'ai étalé les preuves, les mandats de protection futurs falsifiés, la création du groupe familial G. Avec Julien comme gérant unique, le compromis de vente à 18 millions, le rapport de Michel Torres. Puis j'ai lancé l'enregistrement du dîner. La voix de Julien a rempli le bureau. L'expression de Jean-Pierre s'assombrissait à chaque révélation. Ce n'est pas seulement de la fraude civile, dit-il calmement. C'est une conspiration criminelle, de l'abus de faiblesse, du faux et usage de faux. Benoît a utilisé des informations confidentielles pour forger des documents qui me semblaient légitimes parce qu'il savait exactement à quel papier tu ferais confiance. Jean-Pierre prit une note. Voici ce qu'on fait. Premièrement, on conteste chaque document signé pour vice du consentement et manœuvre frauduleuse. Deuxièmement, plainte formelle au Conseil de l'Ordre des avocats contre Benoît Lefebvre. Troisièmement, on contacte la brigade financière. Quatrièmement, référé d'heure à heure pour bloquer toute transaction de la société de Julien. Cinquièmement, on change ton testament immédiatement.
Tout ira à la Fondation de France. Julien n'aura rien. C'est irrévocable. Et le mariage? Je veux que tout le monde sache. La famille, les amis, les associés. Une exposition publique signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Julien fera face à des poursuites pénales. Il a fait son choix. Il a ri à l'idée de m'enfermer. J'ai gardé une voix ferme. Ils ont comploté dans l'ombre. Je vais les exposer en pleine lumière. La semaine est passée à une vitesse folle. Mardi, j'ai rencontré un capitaine de la police judiciaire. Mercredi, j'ai signé le Nouveau Testament. Je déshéritais Julien totalement. Jeudi, Jean-Pierre a déposé la plainte au barreau. Vendredi matin, un juge a approuvé l'injonction d'urgence. Le groupe familial G était gelé. Toute la semaine, j'ai maintenu les apparences avec Julien. Des SMS sur les fleurs, les invités. Je répondais avec un faux enthousiasme. Vendredi soir, j'étais seul dans mon bureau. Le mariage était demain. J'avais passé 40 ans à bâtir un empire. Julien et les Lefebvre avaient passé 3 ans à comploter pour le voler, mais ils avaient fait une erreur critique, ils m'avaient appris tout leur plan. Demain, j'allais leur donner une leçon en retour. Samedi matin, 19 octobre, je me tenais devant mon miroir, ajustant ma cravate. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai choisi mon meilleur costume gris anthracite. De mon coffre-fort, j'ai sorti l'alliance d'Hélène et l'ai glissée dans ma poche, un rappel de ce que la famille devrait être. Sur ma commode, des photos de 30 ans de vie. Julien a 5 ans, édenté et souriant. Julien a 15 ans, boudeur mais toujours le mien. Julien a 25 ans, son bras sur mon épaule. Quand l'avais-je perdu? Je suis arrivé au domaine de mariage près de Chantilly à 14 heures. 150 invités arrivaient, des collègues, des amis qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient voir. Marc-Antoine, quel grand jour! Julien a tellement de chance de t'avoir. Ce duplex est incroyablement généreux. Chaque compliment me transperçait. Puis je l'ai vu. Benoît Lefebvre. 15 ans de plus. Costume coûteux, démarche assurée, jouant le frère fier. Nos regards se sont croisés. Il a eu un petit sourire en coin, pensant avoir gagné. J'ai hoché la tête poliment. Julien m'a trouvé avant la cérémonie. Papa, merci pour tout. Le duplex, le soutien, tout. J'ai étudié son visage. Un soupçon de culpabilité? Tu es mon fils, dis-je doucement. Je ferai n'importe quoi pour toi. C'était la dernière chose honnête que je lui dirais. Je sais que ce n'est pas facile depuis maman, mais Camille fait partie de la famille maintenant. Son frère Benoît aussi. La famille, répétais-je. C'est important. La cérémonie a commencé à 15 heures. Puisqu'Hélène n'était plus là, j'ai conduit Julien jusqu'à l'hôtel, livrant mon fils à son destin. Amandine se tenait là, en blanc. 3 ans de performance. Elle était convaincante. Les vœux furent échangés, les alliances glissées au doigt. Je vous déclare mari et femme. Les invités ont applaudi. J'ai applaudi mécaniquement, regardant Julien embrasser sa complice alors que 150 personnes célébraient ce qu'elles croyaient être de l'amour. Le cocktail a duré de 16h à 18h. J'ai circulé, jouant mon rôle. Benoît et Amandine étaient près du bar, célébrant leur coup. Julien riait avec ses témoins. Est-ce que tu vas porter un toast, Marc-Antoine? Oui, j'ai préparé quelques mots. Le dîner a commencé à 19h. Julien et Camille siégeaient à la table d'honneur. Le coordinateur s'est approché. Monsieur G, nous sommes prêts pour le discours. Je me suis levé, j'ai marché vers le micro. Des policiers en civil se tenaient près des issues, comme convenu. Le silence s'est fait. Julien a levé son verre, rayonnant. Camille souriait avec assurance. Benoît Lefebvre s'est adossé à sa chaise, totalement à l'aise. J'ai tapoté le micro. Un larcène aigu a coupé la pièce. Mesdames et messieurs, famille et amis, je veux vous parler de confiance, de famille et de trahison. 150 visages se sont tournés vers moi. Julien souriait toujours. Amandine s'est figée. Merci à tous d'être là.
En tant que père de Julien, j'attendais ce moment depuis des années. Mais ce soir, je dois parler d'un autre type de partenariat, celui qui se construit sur les mensonges. Le sourire de Julien s'est effacé. Il y a 3 jours, j'ai reçu un avertissement me disant de ne pas venir à ce mariage. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai approché du micro. Voici un extrait de dimanche soir, notre dîner de famille. J'ai appuyé sur lecture. Tu penses qu'il soupçonne quelque chose? Le vieux? Pas moyen. Benoît dit que les documents sont inattaquables. Dès qu'on est marié, on bouge vite. 15 ans à planifier ça. Il sera en maison de retraite pendant qu'on gérera son empire. L'enregistrement a pris fin. Un murmure de choc a parcouru la salle. Laissez-moi vous montrer ce qu'ils veulent dire. J'ai brandi les papiers. Mandat de protection future que j'ai signé il y a 3 semaines, caché dans les papiers du mariage. Transfert de propriété mettant tous mes immeubles dans le groupe familial G, enregistré en août avec Julien comme seul gérant. J'ai levé un autre document. Un compromis de vente pour 18 millions d'euros pour des biens qui en valent 45. Une perte de 27 millions pour ma famille. Pourquoi? Amandine a 340 000 euros de dette. Julien a 95 000 euros de dette pour une voiture de sport qu'il ne possède même pas. Il coule depuis 18 mois. Julien s'est levé. Papa, tu ne comprends pas. Non, Julien, c'est toi qui ne comprends pas avec qui tu t'es associé. Je me suis tourné vers Benoît Lefebvre. Benoît, dis à tout le monde pourquoi je t'ai viré en 2009. La mâchoire de Benoît s'est crispée. Tu étais mon stagiaire. Tu as falsifié des documents officiels. Je t'ai viré et je me suis assuré que chaque cabinet de Paris le sache. Tu as passé 15 ans sur liste noire. J'ai marqué une pause. Benoît Lefebvre est le frère d'Amandine. Son vrai nom est Amandine Lefebvre. Elle a changé d'identité pour séduire mon fils et se venger. Et mon fils. Mon fils a été un complice enthousiaste. Il a ri à l'idée de m'enfermer. Le visage de Julien s'est effondré. Alors, voici ce qui se passe. J'ai signé un nouveau testament. Chaque centime, chaque immeuble, les 45 millions d'euros seront légués à la Fondation de France pour le logement social. Julien, tu n'hérites de rien. Amandine, tu n'hérites de rien. Benoît, tu fais face à des accusations criminelles. J'ai fait un signe. Les officiers sont entrés. Benoît Lefebvre, Amandine Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Julien G, vous êtes emmené pour interrogatoire. La salle a explosé. Benoît a tenté de fuir, mais les policiers l'ont bloqué. Amandine a agrippé le bras de Julien, mais il l'a repoussé. J'ai regardé mon fils, mon seul enfant, être emmené menotté aux côtés de la femme qu'il avait épousée quelques heures plus tôt. Le mariage était fini. Ma famille aussi. Je suis rentré seul samedi soir. Le domaine a disparu dans mon rétroviseur. 150 invités, une célébration ruinée, des menottes au lieu des félicitations. Mon téléphone a sonné. Philippe Vallet. Marc-Antoine, j'ai appris ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je vais bien, Philippe. Merci pour l'avertissement. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Ne le sois pas. Tu m'as donné la vérité quand mon propre fils me donnait des mensonges. Après 15 ans, Philippe et moi avions retrouvé notre lien, mais j'avais perdu Julien. Dimanche matin, 7 heures. Je suis allé au duplex du 16e arrondissement. Mon cadeau de mariage. 3 millions d'euros avec vue sur la ville que j'avais aidé à bâtir. Je suis entré avec les clés que j'avais toujours en poche. L'appartement était vide, juste des baies vitrées et le lever du soleil sur Paris. Je me tenais là, pensant à tout ce que je voulais que ce cadeau signifie. Je voulais donner à Julien le départ que je n'avais jamais eu. Je voulais honorer la mémoire d'Hélène. Au lieu de cela, j'avais dépensé une fortune pour un cadeau qui ne serait jamais offert. Qu'est-ce que tu dirais, ma chérie? Ai-je chuchoté à Hélène. Me dirais-tu que j'ai été trop dur? Que je devrais pardonner à notre fils? Je pouvais presque entendre sa réponse. Elle dirait que la famille est importante. Mais elle dirait aussi que les valeurs comptent, que l'honnêteté compte,
qu'on ne peut pas récompenser la trahison simplement parce qu'elle vient de quelqu'un qu'on aime. J'ai sorti son alliance de ma poche. J'avais défendu ce que nous avions construit ensemble. Mais j'avais perdu notre fils dans le processus. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien, « Papa, s'il te plaît, on peut parler ?» J'ai fixé le message. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas répondu non plus. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Pas bientôt. J'ai regardé Paris une dernière fois. J'avais licencié un stagiaire malhonnête il y a 15 ans. Sa famille avait retourné mon fils contre moi. Benoît et Amandine feraient face à la prison. Julien ferait face aux conséquences de ses actes. J'avais protégé le travail de ma vie. Mais debout dans ce duplex vide, je n'étais pas sûr de ce que j'avais gagné. J'ai posé les clés sur le comptoir en marbre et je suis sorti, laissant l'appartement aussi vide que ce que je ressentais. Certaines victoires coûtent plus cher qu'elles ne valent. C'est mon histoire. En gagnant la bataille, j'ai réalisé que j'avais perdu l'essentiel. Ne faites pas comme moi. Ne laissez pas votre fierté coûter votre famille. Ne passez pas 40 ans à bâtir un empire pour réaliser que vous n'avez jamais construit de relation avec votre fils. J'étais tellement concentré sur la protection de ce que j'avais créé que j'ai oublié de protéger celui pour qui je l'avais créé. Dieu m'a donné une seconde chance quand Philippe m'a appelé. Mais je me demande si Dieu ne me posait pas aussi une question. Marc-Antoine, la justice est-elle plus importante que la miséricorde? Avoir raison est-il plus important que d'être père? J'ai défendu mes principes. J'ai exposé la trahison. Et chaque décision était légalement et moralement correcte. Mais j'ai 72 ans maintenant, et je dîne seul chaque soir. C'est le prix à payer pour avoir raison. Mon conseil pour vous, quand quelqu'un que vous aimez vous trahit, oui, protégez-vous. Oui, demandez des comptes. Mais demandez-vous aussi, dans 10 ans, qu'est-ce que je regretterai le plus? Les avoir laissés s'en tirer ou les avoir perdus pour toujours? J'ai choisi la justice. Certains jours, j'en suis fier. D'autres jours, je me tiens devant la tombe d'Hélène et je me demande si elle serait fière de moi. J'aime à penser que Dieu me jugera équitablement, qu'il comprendra que j'essayais de faire ce qui était juste. Mais je pense aussi qu'il me demandera, « Marc-Antoine, tu avais le pouvoir d'accorder ta grâce. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Je n'ai pas de bonne réponse à cela. Cette histoire est un rappel brutal que le succès matériel ne compense jamais les failles au sein d'une famille. Marc-Antoine a passé sa vie à construire des immeubles de pierre, mais il a oublié de consolider les fondations de sa propre maison, la relation avec son fils. Ce qui est le plus tragique ici, ce n'est pas la perte des 27 millions d'euros ou la manipulation des Lefebvre, c'est le silence radio entre un père et son fils après 40 ans de vie commune. La trahison de Julien est impardonnable aux yeux de la loi, mais la solitude de Marc-Antoine à 72 ans est une sentence tout aussi lourde. On peut avoir tout l'argent du monde et les plus belles vues de Paris, si on n'a personne avec qui partager un café le matin, à quoi cela sert-il? Cette vidéo nous pousse à réfléchir sur nos propres priorités. Est-on en train de bâtir des empires ou des souvenirs? Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Marc-Antoine? Auriez-vous dénoncé votre propre fils à la police pour protéger votre héritage, ou auriez-vous tenté de régler cela en privé pour essayer de sauver ce qu'il reste de votre lien familial? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre avis m'intéresse beaucoup.